Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à notre nouveau Facebook Live. Ce que je vous propose, le temps que certains, que la plupart puissent se connecter, qu'on attende 2 minutes, pas plus, pour lancer ce Facebook Live et pouvoir un peu échanger à distance sur 2, 3 sujets qui nous inquiètent, qui nous préoccupent pour l'avenir de notre commune et de notre territoire plus globalement. Bon, déjà, j'espère que vous arrivez à nous écouter, à nous entendre, que le son est de bonne qualité, que l'image aussi. Dans nos premiers Facebook Live, on a eu quelques soucis techniques et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour nous dire si oui ou non vous nous entendez bien, si vous m'entendez bien et si et le son et l'image sont corrects. Je surveille en même temps l'écran pour savoir si les commentaires sont bons. Enfin, les commentaires, voilà. Bon, écoutez, je vous propose de commencer. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas eu ce format d'échange entre nous, qui avait été assez régulier au moment de la crise sanitaire qui n'est pas terminée, certes, mais pendant de nombreux mois, on avait échangé de cette façon-là parce que le confinement ne permettait pas des réunions publiques assez vastes et massives. Fort heureusement, et on en est tous très heureux, depuis quelques mois, on voit une forme d'embellie sanitaire qui n'est pas totale, mais qui nous permet de nous retrouver dans des événements, dans des réunions publiques. Et tant mieux, parce que voilà, votre présence très nombreuse aux derniers grands événements organisés par la ville, je pense à la fête des associations, je pense à Octobre Rose, près de 600 participants, je pense à la soirée Halloween, je pense au repas des seniors qu'on a organisé la semaine dernière. Votre présence nombreuse atteste de la volonté de se rassembler, de se retrouver, de partager des moments aussi conviviaux entre nous. Et c'est important d'avoir une ville animée, une ville conviviale, parce que on ne veut pas être condamné en banlieue à être une ville dortoir, et c'est important pour une ville d'être à vos côtés, aux côtés des associations, des parents d'élèves qui se mobilisent pour organiser des moments festifs et joyeux, parce que ce que je vais vous dire ne va pas être aussi festif et joyeux dans quelques instants, mais en tout cas, pour ne pas sombrer dans la morosité, c'est important de pouvoir se retrouver et de retrouver une forme d'âme plus vivante dans notre ville. Ce soir, je vais vous parler de sujets un peu graves qui sont énergétiques, qui sont aussi financiers pour notre ville. Et je voulais vous partager en toute transparence l'état dans lequel nous sommes. Atis-Mons est, mais que toutes les communes de France et de Navarre sont, parce que on est tous soumis à une crise sanitaire, crise énergétique par exemple, crise tarifaire, avec les tarifs énergétiques, gaz, électricité, mais aussi le coût des matières premières qui flambe depuis quelques mois et qui va continuer de flamber dans les prochains mois. Je voulais vous en parler parce que forcément ça a une incidence sur nos budgets. Quand je dis nos budgets, finalement on est tous à la même enseigne. Que ce soit des ménages, les foyers atégiens ou français, mais aussi les collectivités. On a tous un budget à tenir, on a tous une fin de mois, fin d'année, selon on fonctionne en année budgétaire dans les collectivités territoriales, dans les mairies. On a tous, à la fin de l'année, la nécessité d'équilibrer nos dépenses et nos recettes. C'est un défi, c'est jamais simple. Et on s'emploie chaque année à réaliser le maximum d'économies pour faire le maximum de travaux ou d'investissements. Mais là, on est dans une situation très complexe. En grande partie expliquée par la crise internationale ukrainienne, notamment, mais pas que, certainement. En tout cas, vous comme nous, dans nos foyers, dans nos mairies, dans nos collectivités, on est touché par cette hausse de tarifs. On le sent dès 2022. Je vous parlais un peu de chiffres, on va faire un peu de mathématiques, donc essayez de me suivre. Je sais que c'est des chiffres importants qui ne sont pas toujours simples à maîtriser. Les finances publiques, c'est un peu compliqué, mais essayez de suivre ce raisonnement. Dès 2022, au cours du second semestre, on a vu le début d'une forme de flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Pour l'instant, très maîtrisé. Très maîtrisé, nous sommes à plus 3% en fin d'année sur la hausse des matières premières. Matières premières pour une ville, ce que nous achetons, c'est essentiellement des repas dans nos cantines scolaires, 2600 repas distribués chaque jour dans les cantines de la ville, plus le restaurant administratif. On est
au total à 2650 repas environ chaque jour. Donc le coût a augmenté de 3%. Et puis on a déjà eu un premier effet d'augmentation du prix de l'énergie, électricité et gaz essentiellement à Atis-Mons, avec déjà 350 000 euros liés uniquement pour fin 2022, 350 000 euros pour fin 2022 liés à la hausse du gaz et de l'électricité. C'est important, c'est maîtrisable, mais c'est important. 350 000 euros énergie, gaz, électricité, plus environ 50 000 euros sur la matière première alimentaire dans les cantines. Donc déjà, cette fin d'année, on a cette première vague, ce premier effet de la flambée des prix de l'énergie. Jusque-là, tout va bien, ou presque, comme disait l'autre, mais on a des perspectives budgétaires 2023 qui s'annoncent assez dramatiques, surtout si elles étaient amenées à durer dans le temps au-delà de 2023. Je dis en introduction, ménages ou collectivités, on est tous soumis à la même enseigne, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année budgétaire, une ville doit avoir autant de recettes que de dépenses. Les recettes, c'est les dotations de l'État, c'est la principale recette, c'est la fiscalité. À Atis-Mons, c'est la seule ressource fiscale que nous touchons, c'est la taxe foncière, qui, je sais, est élevée, je pourrais vous en parler tout à l'heure, c'est le produit d'une histoire, elle est assez élevée, et surtout, le gouvernement, chaque année, réévalue les bases pour l'ensemble des Français. Et ces bases suivent souvent l'inflation, et donc, fin 2022, nous avons vu apparaître une taxe foncière qui augmentait assez sensiblement parce que les bases avaient augmenté assez sensiblement en raison de l'inflation. Donc, les ressources d'une ville, c'est quoi? La dotation de l'État, les aides de l'État, la fiscalité et les recettes que l'on touche des familles pour la cantine, pour le périscolaire, pour l'accueil de loisirs, etc., etc. Donc, vous voyez bien que les recettes sont très contraintes et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, on est très inquiet parce que l'année 2023, la trajectoire 2023 s'annonce assez catastrophique. Et je voulais vous en parler ce soir assez ouvertement. Ça a été lors du jour du dernier conseil municipal. Mais je voulais avoir l'échange avec vous ce soir. Je vais énumérer point par point, poste de dépense par poste de dépense, ce qui va évoluer malheureusement à la hausse. Pour l'instant, ce que je vous dis là, ce ne sont que des prévisions. C'est-à-dire que, fort heureusement, on peut avoir des bonnes nouvelles en cours d'année ou des mauvaises nouvelles. Un budget, ça vit, ça bouge, ça se réadapte au cours de l'année aussi. On vote le budget au mois de mars à Atis-Mons, mais on sait très bien que ça peut bouger en septembre, en octobre, etc. Sur l'électricité, les prévisions ne sont pas à ce stade stabilisées. On est entre plus 27 et plus 100% d'augmentation, ce qui nous amène à une hausse du coût de l'électricité pour la ville qui évolue entre 234 000 euros si on est à plus 27%, et 1 million d'euros si on est à environ plus 100%. Donc plus entre 250 et 1 million d'euros pour l'électricité pour 2023. Le pire, c'est le gaz. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on a une fin de contrat avec notre fournisseur de gaz, qui est un syndicat intercommunal, distributeur de gaz. La fin de notre contrat, c'est le 31 décembre 2022. C'est un contrat pluriannuel, on ne l'a pas choisi, et on est censé renouveler le contrat chaque année. À la fin de chaque période. Pardon. Et là, ça arrive à la fin, le 31 décembre 2022. Donc, on doit renouveler un contrat. Et c'est là que la hausse s'annonce assez prodigieuse, puisque on serait sur une augmentation très importante du prix de gaz, pouvant aller entre 2 millions d'euros et 3 millions d'euros d'augmentation du prix du gaz, selon les prévisions que nous connaissons aujourd'hui, du prix au mégawattheure, qui évolue, qui varie, et aujourd'hui on n'a pas de prévision stabilisée pour l'année 2023. Mais on est entre plus 2 et plus 3 millions d'euros. Donc si je récapitule, on est entre plus 2 et plus 3 millions d'euros pour le gaz, et entre plus 200 000 et plus 1 million d'euros pour l'électricité. Donc si on fait une moyenne qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est prévisionnelle en tout cas, on serait autour de 3,5 millions d'euros. Entre 2 millions, on est 2,5 millions pour le gaz et 500 000 euros pour l'électricité. Autour de 3 millions d'euros, rien que pour l'énergie. Si on rajoute à cela la hausse des matières premières, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les denrées alimentaires essentiellement, on est à plus 500 000 euros pour 2023. Donc 3,5 millions. Et à cela s'ajoute
une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle attendue et nécessaire pour les agents de la fonction publique territoriale. Le point d'indice a été dégelé par le gouvernement pas suffisamment, uniquement 3,5 points en l'été dernier. Néanmoins, à la fin, ça retombe sur le budget municipal, et là, c'est plus 900 000 euros. Donc au global, on est à une inflation, une hausse des dépenses pour la ville, qui va tourner entre 4 millions et 4,5 millions d'euros l'année prochaine. Encore une fois, je vous demande de prendre ceci avec pointillé, puisque ce sont des prévisions. Et quand on dit prévision, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Donc 4 millions, 4,5 millions d'euros à trouver dans le budget 2023. Vous allez me dire, mais 4 millions, ça ne veut pas dire grand-chose. Quel est le budget de la ville? Le budget de la ville, en fonctionnement, c'est environ 50 millions d'euros. Donc 4 millions, 4,5 millions, ça correspond à 8 à 9% de notre budget, ce qui est énorme, ce qui est gigantesque. Autant vous le dire tout de suite, on ne pourra pas réaliser l'année prochaine 4 millions d'euros d'économie dans notre budget. Parce que vous pouvez nous dire, vous avez 4 millions d'euros de dépenses en plus, en fait, il y a 4 millions de dépenses dans d'autres postes, dans d'autres secteurs à faire en moins. Alors, on peut toujours économiser 30 000 euros par-ci, 50 000 euros par-là, 60 000 euros par-ci, d'autant que si c'est ponctuel, ça peut être entendu. Là, le problème, c'est que 4 millions d'euros, ça correspond, excusez-moi, l'exemple n'est pas le bon, mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, ça pourrait correspondre à fermer toutes nos crèches et la police municipale. Bien sûr, on ne fermera jamais nos crèches et on ne va pas fermer notre police municipale. Mais c'est pour vous donner un exemple de ce que ça peut représenter en poste budgétaire pour la ville, de trouver 4 millions d'euros d'économie. Donc, trouver 4 millions, je ne suis pas magicien, je ne sais pas faire, on peut faire des économies, mais qui n'atteindront jamais ces 4 millions d'euros. 4 millions d'euros donc de dépenses supplémentaires sans créer de services publics nouveaux. Parce que vous, en tant qu'habitant d'Athis-Mons, et vous avez raison, vous vous dites on paye des impôts directement ou indirectement dans notre commune. Et ce qu'on attend aussi, c'est d'avoir des services, et des services qui se développent. Une de vos premières demandes, je sors de permanence habitant, c'est avoir plus d'écoles sur la ville, parce qu'on a plus de population, plus de places en crèche, plus de services de transport, plus de sécurité. Donc, légitimement, parce que la population augmente aussi, parce que les services augmentent, voilà, on a besoin de services publics. Et donc, dans la période, si on doit rogner quelque part, c'est partout sauf sur les services publics qu'on ne peut pas sacrifier. Donc, si on ne peut pas faire 4,5 millions d'économies, comment faire? Certains diront, et quand je dis certains l'ont vraiment proposé à d'autres maires, augmenter les impôts. Et je vous le dis comme ça sera, enfin je vous redis, puisqu'on a ce débat en conseil municipal, il n'est pas question d'augmenter les impôts fonciers d'Athis-Mons, d'augmenter le taux communal, en tout cas de l'impôt foncier à Athis-Mons, pour une raison simple, c'est que au-delà du fait que ce soit un engagement pris par la majorité municipale qui m'entoure, ce serait aussi incohérent dans la période de demander à celles et ceux qui souffrent eux aussi d'une diminution de leur pouvoir d'achat de contribuer davantage à l'effort collectif. Donc, vous allez dire quelles sont les solutions. La première solution, qui est alors très qui est partielle, c'est d'essayer de réaliser des économies budgétaires sur les dépenses énergétiques. Ça s'appelle un plan de sobriété énergétique, ce dont je vais vous parler ce soir, qui nous permettrait de réaliser des économies en consommant moins d'électricité, moins de gaz, moins de fluide, comme on dit, pour réaliser des économies. Mais je vous le dis tout de suite, aussi ambitieux que soit notre plan de sobriété énergétique, on n'atteindra jamais les 4 millions, 4,5 millions d'euros. Mais au moins, c'est aussi un effort financier, c'est aussi un effort écologique de se dire, tentons un plan de sobriété énergétique pour voir comment nos équipements, nos services peuvent vivre malgré ce plan. Donc on a essayé de travailler avec les services de la ville, mais aussi de l'intercommunalité, à un plan qu'on va, je pense, vous présenter dans dans les plus grandes propositions dans le prochain journal municipal, mais dont je voulais vous parler ce soir aussi pour avoir vos réactions sur le sujet. Plan de sobriété énergétique, une des premières mesures, c'est baisser la température dans les bâtiments municipaux. On a essayé de décaler autant faire se peut la mise en chauffage de nos équipements.
On a commencé de mémoire dans les crèches, parce qu'on accueille un très jeune public. On a commencé dans les crèches début octobre, vers le 10 octobre, ainsi que dans nos écoles maternelles. Et pour tous les autres équipements, école élémentaire, services, nous avons commencé le lundi 6 novembre à mettre en chauffage nos équipements. Néanmoins, la proposition qui est faite, qui va vous paraître, je pense, cohérente, mais qui au quotidien pourrait signifier moins de chaleur aussi dans ces bâtiments, c'est de baisser d'1 degré partout dans tous nos équipements municipaux, que ce soit les groupes scolaires. Donc aujourd'hui, on était à 20 degrés dans une école élémentaire en journée. 20 degrés, c'est une moyenne parce que forcément, il y a des classes selon l'orientation qui pouvaient être à 21, d'autres qui pouvaient être à 19, mais baisser d'1 degré le chauffage dans les écoles maternelles, élémentaires, donc à 19 degrés au lieu de 20 en journée. Idem pour les gymnases. Les gymnases, on était autour de 16 degrés, passé à 15 degrés. Bâtiment administratif, même effort, de 20 à 19. Dans les crèches, la température était de 22 degrés, on la passerait à 21 degrés, etc. etc. Voilà la proposition qui peut être effectuée sur la baisse des températures. Un autre effort aussi assez significatif, on sait qu'aujourd'hui, les centres aquatiques, les piscines peuvent être très énergivores. Et donc, la piscine, le centre aquatique d'Athis-Mons est géré par notre intercommunalité Grand Orly-Seine-Bièvre. Et là aussi, on a commencé à mettre en place un plan de sobriété énergétique en diminuant dans les bassins de nage la température de l'eau de 27 à 24 degrés. Et dans le bassin ludique, on est passé de 30 à 27 degrés. Donc, ça vous paraît peut-être anecdotique, mais c'est c'est des économies aussi d'énergie et donc financières réalisées ensuite. Aussi, voilà, là, ça vous concerne moins, lorsque les bâtiments sont fermés de façon durable, essayez de tenter de baisser aussi durablement le chauffage lorsqu'il y a une fermeture de plus de 2 jours, par exemple. Si personne n'y va pour travailler, par exemple, on pourrait baisser la température. Un effort aussi à faire global, c'est de se dire que la ville doit faire des efforts, mais on doit tous faire des efforts. Et combien de fois j'entends beaucoup d'Athésiens nous dire, mais c'est très bien d'économiser l'énergie, mais je ne comprends pas que dans tel quartier, le bailleur social, il éclaire toute la journée parce qu'il y a un défaut d'éclairage public. Je ne comprends pas que des grandes enseignes commerciales soient allumées toute la nuit, par exemple. Là aussi, c'est un travail qu'on doit mener tous ensemble, collectivement, dans le petit geste du quotidien. Penser à éteindre le bureau avant de partir du travail, et puis chez soi, dans notre quotidien. Donc, essayer d'avoir un plan de prévention, de sensibilisation énergétique, y compris aussi aux côtés de nos commerçants, pour que voilà, l'exemple soit total et partagé à l'échelle de la commune. Un des grands postes de dépenses, c'est les éclairages publics. Alors, l'éclairage public sur la ville d'Athis-Mons, mais sur les villes voisines aussi, est géré là aussi par l'intercommunalité Grand Orly-Seine-Bièvre, notre intercommunalité. Donc on travaille de ce côté-là avec Juvisy, Paresse, Savigny, Morangis, Ablon, etc., Thiais, Orly, et voilà, 24 communes, Val-de-Marne et Essonne. Et il y a des discussions en ce moment qui ont lieu entre les élus de l'intercommunalité pour savoir qu'est-ce que l'on fait des éclairages publics. Déjà, on ne peut pas tout faire parce que malheureusement, c'est comme ça, à Athis-Mons, seulement 27% de notre éclairage public, 27%, est en éclairage LED. Donc l'éclairage LED a pour facilité d'être moins consommateur d'énergie et surtout il est plus télécommandable à distance que l'éclairage classique que nous connaissons avec des ampoules classiques. Et donc 27%, ça veut dire que c'est peu, c'est mieux que zéro, mais ça veut dire que les 3/4 de notre éclairage public est fortement consommateur d'énergie. À l'échelle du territoire des 24 communes, la hausse du coût de l'énergie lié à l'éclairage public sur les 24 communes, c'est 3,5 millions d'euros. Donc l'intercommunalité va devoir dépenser 3,5 millions en plus l'année prochaine, en plus pour l'éclairage public. Alors vous allez me dire pourquoi on ne passe pas tout en LED. C'est vrai, mais ça voudrait dire, on pourrait le faire, mais ça veut dire que pendant 2 ou 3 ans, tous nos crédits voirie et éclairage public passeraient sur la rénovation
de notre éclairage public. Aujourd'hui, comment ça se passe, et depuis de nombreuses années, c'est qu'on le fait par tronçon. Par exemple, en ce moment, il y a des travaux importants qui ont lieu avenue Jean Jaurès, avenue Jean Jaurès, pardon. Eh bien, on fait la voirie, on fait l'assainissement et on fait l'éclairage public. Et on met là, effectivement, des ampoules très basse consommation. Mais chaque année, on a 2 millions d'euros qui doivent être tenus sur la ville, l'ensemble de la ville, pour refaire voirie et éclairage public. Et donc, si on décide, je dis par exemple, ça coûte 4 millions d'euros de refaire tout l'éclairage public, ça veut dire que pendant 2 ans, on ne fait pas de rue, on ne fait pas de travaux de voirie, et on rénove uniquement l'éclirage public et on change les ampoules. C'est une option, mais ça voudrait dire qu'on sacrifie, il y a de nombreux besoins dans la ville, on sacrifie de travaux de voirie qui sont très attendus. Donc sur la question de l'éclairage public, il y a des débats qui ont lieu, savoir est-ce qu'on peut éteindre globalement sur la ville, sur les villes du territoire, éteindre davantage les éclairages. Je vous avoue que la décision n'a pas été prise. Il y a des débats, par exemple, sur l'extinction de l'éclairage entre 2h et 5h du matin. Ça peut générer de la crainte, parce que même si les rues sont peu fréquentées la nuit, très peu fréquentées la nuit, les transports publics ouvrent à 5h du matin, donc c'est aussi pour ça qu'on a envisagé cette heure-là. Mais ça peut créer un sentiment d'insécurité. Mais en tout cas, si c'est une option, ça peut être une bonne option, en tout cas qui serait génératrice d'économies financières et énergétiques. Néanmoins, elle doit être aussi partagée à l'ensemble du territoire, parce qu'on ne comprendrait pas qu'à Athis-Mons, on est éteint de 2h à 5h du matin. Si on va à Thiais, là, c'est éclairé toute la journée, toute la nuit. Bref, il faut qu'il y ait une décision cohérente qui soit prise. Mais là aussi, voilà, si on veut faire des économies, il va falloir rogner, en tout cas, sur le temps d'éclairage public à l'échelle de la ville, d'autant que, comme je vous l'ai dit, à Athis-Mons, on a quand même 75% de notre éclairage public qui est consommateur d'énergie assez fortement. Le reste, c'est de la LED, et la LED, c'est quand même très 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 peu consommateur d'énergie. Donc c'est un débat qui n'est pas tranché sur l'éclairage public. N'hésitez pas à intervenir. Alors vous allez me dire, mais non, on veut que ce soit éclairé tout le temps. Mais la question, c'est comment on fait pour aussi trouver des sources d'économie financière pour la ville. Un autre débat aussi qui a lieu, je vois dans beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations à la télé notamment, il y a des villes qui prennent la décision de supprimer l'éclairage de Noël. C'est une décision qui est génératrice d'économie. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce qui coûte cher dans l'éclairage de Noël, ce n'est pas la consommation, parce que pour le coup, l'éclairage de Noël, c'est que de l'ampoule LED. Donc, c'est très peu consommateur d'énergie. Donc, ce n'est pas la consommation qui compte, c'est les frais de location, d'installation, de désinstallation. C'est ce qui coûte cher à la ville, c'est environ 110 120 000 euros chaque année qui sont mises par la ville pour éclairer, pour mettre en place les éclairages de Noël. Et à Athis-Mons, on a souhaité cette année maintenir les éclairages de Noël, justement parce que la consommation est très faible. Alors, le prestataire nous dit que c'est l'équivalent de 5 sèche-cheveux par jour. La consommation de 5 sèche-cheveux par jour, ce qui est alors, plus que zéro, mais qui est quand même assez très faible au regard des enjeux. Ce qui coûte cher dans les illuminations de Noël, c'est l'installation, la désinstallation, et ça coûte très cher parce que c'est des entreprises qui le font, et ça coûte très cher aux villes, au pluriel, de façon générale. Cette année, on a fait le choix de maintenir les illuminations de Noël, avec un petit effort qui va être fait, c'est-à-dire qu'on va réduire, on va l'allumer pour le marché de Noël, c'est-à-dire le tout début décembre, le 2 décembre, le 1er décembre, enfin tout début décembre, et éteindre les illuminations de Noël, non pas le 10 janvier comme on le faisait souvent, mais juste après le début de l'année, peut-être le 2 ou le 3 janvier, peut-être le 2 janvier, enfin tout début d'année, pour que là aussi, malgré tout, même si l'économie à la fin est mesurée, qu'il y ait un geste qui soit fait, parce qu'entre le 2 et le 5 janvier, et le 10 janvier, on retrouve aussi une vie quotidienne plus normale et apaisée. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses sur les orientations qu'on pourrait prendre en termes de sobriété énergétique. Je vais essayer de prendre vos questions par la suite. J'oubliais un point important. Pour moins consommer, il faut moins allumer l'électricité, le gaz, effectivement, mais aussi il faut avoir des bâtiments moins énergivores. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie engager des travaux réguliers chaque année, en plus de tout le reste. En plus de la création d'écoles, en plus de la création d'un maison de quartier au Clonolet, en plus de la création d'aires-jeux, etc., etc. Engager un plan de rénovation énergétique massif sur notre ville. Notre ville a connu un développement important dans les années 50-60.
Donc de fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtiments qui ont 60, 70 ans et qui n'ont pas connu de rénovation massive depuis 60, 70 ans. C'est le cas par exemple de nombreux logements. Au Clonolé et à la Cité Bleue, les bailleurs sociaux réalisent des plans de réhabilitation et d'isolation énergétique. Pour la ville, c'est pareil. On a engagé en 2021 le remplacement de toutes les huisseries, toutes les fermetures, fenêtres, portes, etc. à l'école Branly-La Fontaine. C'était pas rien, c'est 800 000 euros de travaux qui ont été faits en 2021 et début 2022. Et maintenant, on continue l'effort global avec une réhabilitation globale et l'isolation énergétique d'une autre école. On y va bout par bout, avec l'école Flammarion Perrault, Camille Flammarion et Perrault, Charles Perrault, au Noyer-Renard, où là, on va engager plus de 2,5 millions d'euros de travaux en 2023 jusqu'à début 2024 pour réhabiliter complètement l'école et avoir une meilleure isolation, parce que les écoles, on le voit plus pour les canicules que pour les épisodes de grand froid, sont aussi des passoires thermiques. Et après Flammarion-Perrault, il faudra aussi envisager un nouveau programme d'isolation aussi de nos bâtiments municipaux. On va y aller régulièrement, chaque année, avec l'aide de partenaires aussi, comme le département ou l'État qui nous accompagne chaque jour. Je vais essayer de prendre vos questions que je lis en même temps. Une personne nous parle de rénovation de l'isolation, et l'isolation de nos bâtiments municipaux, donc je viens un peu de répondre à cette problématique. J'en profite pour dire que l'année prochaine, on va réaliser une forme d'audit sur l'ensemble, un diagnostic en fait énergétique de l'ensemble de nos bâtiments municipaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains ont 30, 40, 50, 60 ans et auraient bien besoin de voir leur empreinte carbone diminuer à travers des travaux d'isolation thermique, gymnases et écoles notamment. Donc là aussi, c'est comment engager une programmation pluriannuelle en termes d'isolation et de rénovation de nos équipements. Mais au moins il y a eu Gymnase Hébert qui a été fait par ma prédécesseur en 2019 au Noyer-Renard. Il y a eu donc Branly-La Fontaine, Flammarion-Perrault, et on continuera en 2023 en présentant un nouveau projet d'isolation énergétique. Quelqu'un m'écrit délivrer des permis de construire, enfin je n'ai pas l'intitulé exact, mais il faut délivrer des permis de construire supplémentaires sur la Nationale 7 pour remonter les finances. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que figurez-vous, c'est un truc assez étonnant, que dans les logements qu'on construit, il y a des habitants. Et qui demandent quoi derrière? Qui demandent, et ils ont raison, des services publics. Donc quand on construit sans logement, on peut se dire c'est très bien, ça nous ramène de la recette en plus. Plus de fiscalité. Et puis au moment de la construction, la ville récupère ce qu'on appelle une taxe d'aménagement à chaque construction qui est pas nulle, mais qui ne remplit pas non plus les finances de la ville pour des années. C'est one shot, on reçoit cette taxe d'aménagement et ensuite de la fiscalité. C'est vrai, ça génère plus de recettes, mais aussi plus de dépenses parce que les familles qui viennent là, figurez-vous, elles ont des enfants. Et donc, il faut des places dans les crèches, il faut des places dans les écoles. Et une école, les écoles, il faut les construire. Par exemple, sur la Nationale 7, aujourd'hui, on est en train de travailler le projet de construction d'une école sur la Nationale 7, dont les travaux devront être lancés en 2024. Ça prend du temps de construire une école, de programmer une école, de définir les besoins. On est entre 12 et 15 classes, et on sait d'ores et déjà qu'une école sur la Nationale 7, ça va coûter entre 12 et 15 millions d'euros. C'est immense. Un budget d'investissement pour la ville d'Athis-Mons, c'est environ 8 millions d'euros par an. Ça veut dire qu'on va consommer quasiment 2 budgets d'investissement pour la construction d'une seule école qui va accueillir quels enfants? Les enfants des logements qui sont construits sur la Nationale 7. Donc, l'équation de se dire il faut construire plus de logements, comme ça on aura plus de recettes, c'est pas vrai. Parce que derrière, le contre-coup, c'est aussi de devoir avoir plus de services publics pour les populations qui sont accueillies. Je parle de crèches, je parle d'écoles, je parle aussi de voirie, je parle de plein d'autres sujets, de transport, de sécurité, etc., etc. Donc l'équation, elle n'est pas si simple que cela. Alors, il faut éteindre la lumière sur le stade de rugby et les stades de façon générale. Là aussi, je pense qu'il faut effectivement rajouter à notre plan de sobriété énergétique la nécessité d'avoir des équipements publics fermés le plus tôt possible. J'ai oublié une parenthèse tout à l'heure que je voulais faire. On se pose la question aussi de fermer des équipements sportifs au moins une semaine par vacances scolaires. Notamment les vacances de Noël, par exemple, on peut se dire que la semaine entre le Noël et le 1er de l'an est assez peu d'utilisation d'équipements sportifs. Donc enfermer complètement pendant une semaine
peut-être pas tous les gymnases, mais en tout cas une partie des gymnases. C'est une orientation à laquelle on réfléchit. Alors, isolation. Alors, une question est de dire aussi, une question est posée, pardon. Pour nous dire, il faut plus d'éclairage public et tout passer en LED. J'ai évoqué tout à l'heure, c'est effectivement, ça serait une solution. Moi, je vous le redis, hein, l'intercommunalité, la grande Orly Bièvre qui gère la voirie, nous propose une enveloppe de 2 millions d'euros pour Atismons pour l'année, pour faire les travaux de voirie, les travaux d'éclairage public. Jaurès, par exemple, à lui tout seul, c'est 1,5 km de voirie, c'est 4 millions d'euros de travaux qu'on va prendre sur l'exercice budgétaire 21, 22 et 23. Et à côté, il faut continuer des programmations de rénovation de voirie. Alors on en profite, à chaque fois, on refait l'éclairage public. Mais si on voulait revoir tous les éclairages publics de la ville, il faudra peut-être arrêter les travaux de voirie pendant 2 ans ou 3 ans. Et ce n'est pas à l'ordre du jour, malheureusement, parce qu'il y a après d'autres travaux massifs qui vont arriver. On va parler des bords de Seine, des quais de l'industrie, on va parler de la cité de l'air. Il faut faire aussi des programmations de travaux de voirie. Et donc, on pourrait tout passer en laine, mais ce serait au détriment de 2 années, 3 années de non-dépenses, dépenses zéro pour la voirie. Ce n'est pas le choix que nous avons fait pour l'instant. On nous dit qu'il fait froid dans l'eau du centre aquatique, quel que soit le bassin. C'est vrai que, moi, je suis allé voir les professionnels du centre aquatique la semaine dernière, ce qu'ils me disent, par exemple, le bassin de nage est passé de 27 à 24 degrés. Globalement, les usagers, vous allez peut-être me dire le contraire, ils ont vu la différence, certainement, mais globalement, après un effort de nage ou autre, la température se fait moins sentir. Là où ça a été plus problématique, c'est le bassin ludique, où les températures sont passées de 30 degrés de l'eau, de 30 degrés à 27. Et pour le coup, il y a des retours d'usagers qui nous disent qu'à 27, comme on ne bouge pas dans l'eau, ça peut paraître très bas. J'en doute pas, je comprends ce sujet-là. Après, ça nécessite globalement ce plan de sobriété énergétique. On ne fait pas des efforts pour se faire plaisir, en fait. On ne fait pas des efforts uniquement pour embêter les usagers, mais aussi pour se dire qu'il faut qu'on participe d'un petit effort collectif. Et je suis sûr que chez vous, vous faites plus attention depuis quelques semaines à éteindre le chauffage lorsque c'est possible, à éteindre les lumières, ceci, cela. Et c'est pareil pour la ville. Donc j'ai bien conscience que le bassin est peut-être plus froid, mais en tout cas, ça fait partie aussi de ce plan, de cet effort collectif qui doit être demandé. Gasoil des véhicules municipaux, voilà, les véhicules municipaux qui roulent dans la ville. Alors, il est vrai, je ne vais pas dire le contraire, que la quasi-totalité des véhicules municipaux sont aujourd'hui des véhicules thermiques, qui ne nécessitent pas forcément du gasoil, mais aussi de l'essence. Je pense que de l'essence d'ailleurs, enfin bref. Qui consomment, qui a un coût pour la ville aussi, écologique et financier. Il est vrai qu'on doit là aussi engager une mutation de la mobilité parmi nos agents municipaux. Là où c'est possible aussi proposer, et je pense que ça a été inscrit au budget supplémentaire de la fin d'année 2022, proposer aussi l'utilisation de vélos électriques pour nos agents, parce que les distances sont aussi assez faibles. J'en profite pour dire que c'est toujours encore disponible, mais vous pouvez aussi bénéficier de l'offre d'achat groupé de vélos électriques qu'on a organisé sur la ville en début d'année. Et je sais qu'il y a une 50aine d'Atégiens qui ont déjà acheté un vélo électrique grâce à cette offre groupée. J'en fais partie et je peux vous dire qu'en période, aujourd'hui il a plu par exemple, mais c'est pas la bonne journée, mais lorsque les températures sont plus adaptées, c'est vraiment très profitable et agréable de se promener en vélo. Couper l'éclairage public. Personne nous parle de problème de sécurité lié à l'éclairage public. C'est vrai, c'est un débat. C'est pour ça qu'il n'a pas été complètement résolu au sein de l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'une proposition mise sur la table pour réaliser des économies, c'était de couper entre 2h et 5h du matin. C'est générateur d'économies, mais ça peut susciter des craintes, effectivement. Cambriolage, peut-être, mais aussi quand on se promène dans la rue, la nuit, entre 2h et 5h du matin, ça peut générer quelques craintes. Sachant que, malheureusement, la police nationale n'est pas dans toutes les rues, mais en tout cas, elle reste très vigilante pour toutes ces questions-là. Et une personne, à l'inverse, nous dit il n'est pas nécessaire d'éclairer la nuit. Là aussi, c'est un vrai débat entre nous, je pense, et puis on n'a pas d'avis tranché sur la question. Une personne nous dit avec les grands conteneurs à verre, vous ferez des économies. Alors, de quoi on parle? Effectivement, depuis la semaine dernière, on a engagé sur la ville d'Atismons, mais c'était le cas à Savigny le mois dernier, je crois, dans l'ensemble des villes du Nord Essonne,
un changement de bac de verre, donc de bouteilles en verre et autres. Auparavant, on avait des petits bacs de 30 litres qui n'étaient pas légaux, qui n'étaient pas aux normes. Entendez par cela que les rippers, les éboueurs, lorsqu'ils passaient chercher vos bacs, ils devaient le soulever. Et c'est contraire au droit du travail. Alors, il n'a jamais eu droit de retrait de ce côté-là, mais concrètement, on n'était pas dans les clous juridiques, réglementaires ces agents-là. Et donc, c'était attendu, c'était nécessaire, c'était important. Il a fallu organiser le changement de ces bacs. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer, semaine par semaine, quartier par quartier. Là, cette semaine, c'est le quartier Plateau, Samba, Vallès, rue des Plantes, où grosso modo, on demande aux usagers de laisser leur petit bac, le dimanche soir sur le trottoir, vide, et il est changé dans la semaine par un plus grand bac, plus haut en gros, plus grand bac avec des roulettes, qui est donc lui totalement aux normes. Là où donc cet effort est fait dans toute l'intercommunalité, dans toutes les communes du territoire, et une piste d'économie, alors qui n'est pas énergétique, mais enfin si indirectement, mais c'est que l'année prochaine, en milieu d'année, vers le printemps, avril-mai peut-être, ou peut-être plus tard, on change l'organisation de la collecte des verres, et on passe non pas à une collecte tous les 15 jours, mais une collecte tous les mois, puisque vous aurez un bac plus grand, de 80 litres, donc plus de 2 fois plus grand, où vous pourrez mettre plus de verres, et donc un passage mensuel au lieu d'un passage tous les 15 jours serait profitable. C'est plus d'économie, c'est moins de bruit dans la rue, moins d'essence aussi consommée sur un camion de collecte, et ça tourne dans toute la ville. Je vais prendre d'autres questions, je regarde. Alors, on parle de baisser la luminosité des éclairages sans éteindre. En fait, on voit des reportages parfois avec des communes, souvent de petite taille, qui baissent la luminosité des éclairages. C'est possible sur certains éclairages. Déjà, ça a lieu sur certains éclairages où on diminue l'intensité la nuit. Mais globalement, malheureusement, lorsque les ampoules sont anciennes, elles n'ont pas été rénovées ou changées ou remplacées depuis plusieurs années, cela n'est pas possible en fait. Et donc, quand je vous parlais tout à l'heure que notre parc d'éclairage public n'est pas adapté à ce que l'on voit souvent dans les actualités, dans les reportages, où on voit les élus, les services techniques qui modulent depuis un téléphone l'intensité d'éclairage de la ville. Malheureusement, dans nos villes, ce n'est pas le cas parce que l'éclairage public est trop vieux, trop vétuste et ne permet pas cette adaptation heure par heure ou même, j'ai envie de dire, quartier ou rue par rue. Changer les ampoules LED plutôt que d'éteindre en raison des vols, oui, d'accord, j'ai entendu. Merci de cette contribution. Alors, si nous avons bien compris, une nouvelle école en 2024. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Là, on a lancé une assistance en 2022, en mai 2022, nous avons lancé pour 250 000 € une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est quoi une assistance à maîtrise d'ouvrage? C'est ce qui est nécessaire avant la phase travaux. L'assistance à maîtrise d'ouvrage a fait quoi? Elle part de nos besoins. Les besoins, c'est l'étude que nous avions fait en tout début d'année qui nous disait les besoins les plus urgents aujourd'hui, c'est construire 12 à 15 classes sur la Nationale 7 et 3 à 5 classes dans le Val d'Athis-Mons. Et donc, on entame les deux chantiers en même temps. Là, l'assistance de maîtrise d'ouvrage qui est faite pour la Nationale 7, elle va retenir un site sur la Nationale 7, définir une programmation 12-15 classes environ, comme je l'ai dit, centre de loisirs, restauration, comment organiser spatialement cela, lancer un jury d'architectes, un permis de construire qui pourrait être déposé et signé en 2024, c'est ce que je disais, donc un début de travaux en 2024, pour une livraison d'école souhaitée en 2026. Voilà. Donc c'est une course contre la montre, chaque mois compte. On a lancé l'opération au mois de mai-juin, comme je l'ai dit, avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Jusqu'à présent, on n'est pas en retard. On doit retenir le site d'ici la fin de l'année. C'est un travail d'arrache-pied. Et en ce moment, à l'heure où je vous parle, les élus en charge du secteur enfance, Alexandra Baudouin et d'autres collègues qui sont en train de travailler sur plein d'autres sujets. On parle de petit déjeuner dans les cantines, bref, plein de sujets, et qui travaillent sur ce sujet-là à l'heure où je vous parle dans le bâtiment voisin. Donc, lancement de l'école en 2024
sur la Nationale 7, mais livraison en 2026. Parce que ça prend du temps de construire une école. Il y a les contraintes réglementaires, il y a les contraintes urbaines, et puis il y a des procédures à respecter. Et on ne parle pas de rien, puisque 12 à 15 classes, comme je disais tout à l'heure, c'est entre 12 et 15 millions d'euros. Il est à combien le vélo électrique? Alors, je ne suis pas vendeur de vélo électrique, mais ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, si vous achetez un vélo électrique, je dis par exemple un prix à 1500 euros net, vous pourriez bénéficier, enfin, vous bénéficierez de 500 euros d'économie grâce à l'aide de la région, environ 500 euros d'économie grâce à la région, qui sera une recette que vous recevrez après l'achat. Et grâce à l'achat commun collectif de la ville d'Athis-Mons, vous pourrez bénéficier d'une économie, selon le vélo, c'est entre 200, 300, ça dépend du vélo et du prix du vélo. Mais grosso modo, si vous achetez un vélo à 1500 euros, ce qui est déjà un bon prix pour un vélo électrique, vous pouvez l'avoir en net à la fin à 700 euros. Voilà. Mais encore une fois, je ne suis pas un marchand de vélo. Le plus simple, c'est de prendre contact avec, peut-être qu'on peut essayer de le mettre dans les commentaires, prendre contact avec le fournisseur de vélos qui a été retenu dans le cadre de cette consultation que nous avons organisée et qui est notre interlocuteur à Massy et à Sainte-Geneviève-des-Bois. Allons-nous avoir une com qui rappelle les bons gestes ou un guide au début de l'année? Oui, nous aurons dans le prochain journal municipal un plan de sensibilisation, enfin la présentation de ce plan de sobriété énergétique, mais je pense que c'est pas idiot de rappeler régulièrement, comme ça a été proposé, d'avoir un plan des bons gestes à avoir pour réduire notre consommation d'énergie. Une question sur les éclairages avec détecteurs de présence sur les routes. Je vous dis encore une fois, tout ceci est possible, sauf que notre parc d'éclairage public aujourd'hui n'est pas adapté à cela. Malheureusement, il faudrait tout reprendre, j'ai envie de dire. Et voilà. Il y a beaucoup de commentaires sur l'éclairage public la nuit. On éteint, on n'éteint pas. Certains disent qu'il faut éteindre, d'autres disent qu'il ne faut pas éteindre parce que ça peut mettre en danger la sécurité des personnes. Question, comment fait-on pour savoir le jour du passage des verres? Alors, c'est à la semaine en fait. C'est aujourd'hui, cette semaine, il faut déposer le bac le dimanche soir sur votre trottoir dans le quartier Plante-Vallès Samba. Et dans la semaine, des agents de l'intercommunalité prennent votre petit bac, sauf si vous mettez dessus non, on veut le garder, et le remplacent par un grand bac que vous prendrez le soir. Ça, c'est quartier par quartier. Donc, chaque semaine, chaque dimanche, il y a une publication Facebook de la ville sur le quartier concerné. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je pense que la semaine prochaine, je ne sais pas quel quartier est concerné, mais la semaine suivante, c'est Mons. Et la dernière semaine, dans 3 semaines, c'est le Val d'Athis-Mons. Et dans le journal municipal précédent, dernier, vous aviez le calendrier complet. Et vous l'aurez à nouveau dans le prochain journal municipal qui sortira à la fin du mois. On pourrait réduire le nombre on pourrait réduire le nombre de passages de poubelles ordures ménagères, les poubelles classiques, pour les pavillons. Je ne vous cache pas que pour l'instant, ce n'est pas dans le programme 2023, mais en tout cas, c'est effectivement là aussi pour différentes raisons. La raison, c'est moins de coûts, moins de finances, moins d'engagement financier. Pour les pavillons, on se dit qu'il y a 2 passages aujourd'hui des éboueurs, des reapers chaque semaine, 2 passages par semaine pour notre poubelle d'ordures ménagères classiques, pour les pavillons, je t'entends bien, et que, retenez bien ce chiffre, il y a seulement 18% des pavillons qui la sortent 2 fois par semaine. Et je pense dans ces 18%, donc un ATG 1 sur 5, la sort 2 fois, elle n'est pas toujours pleine. Donc une des pistes d'économie écologique, financière, peut-être pas pour l'année prochaine, mais pour les mois suivants, c'est effectivement passer de pavillons de 2 à 1 par semaine. On va attendre d'en reparler d'ici là. Parce que, en fait, figurez-vous que là aussi, les ordures ménagères, ça coûte cher. Déjà, l'État nous taxe beaucoup plus qu'auparavant, taxe beaucoup plus ceux qui traitent, les entreprises qui traitent, qui valorisent vos déchets derrière. Voilà, c'est une loi qui date de 2019, avec une taxe globale qui s'appelle la TGAP, qui ne cesse d'augmenter chaque année et qui a un impact sur les autorités qui organisent la gestion des déchets, comme l'intercommunalité. Et inversement, d'ailleurs, il faut de la recette, et la recette, ça s'appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que vous recevez chaque année dans votre feuille d'impôt. J'en profite pour dire aussi que
cette crise de pouvoir d'achat, cette crise financière pour la ville, dans ce contexte-là, difficile pour la ville, on a souhaité maintenir, ce qui est encore plus difficile et exigeant pour nous, des efforts en soutien à votre pouvoir d'achat. Je vous donne quelques exemples. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, par exemple. La taxe devait augmenter de 9,15 à 9,70 dans notre ville. À Athis-Mons, on a souhaité, non pas qu'elle passe à 9,70 comme c'est le cas dans d'autres communes, mais que ça reste à 9,30. Donc on passe de 9,15 à 9,30, ce qui fait 5 à 10 euros d'augmentation pour les ménages en 2022. Et que c'est la ville qui a compensé le différentiel. Ça a coûté 80 000 euros à la ville. Alors vous allez me dire, à la fin, ça reste de l'argent public, certes, mais c'est la ville qui a assimilé cette hausse de fiscalité. Autre exemple du pouvoir d'achat, des communes ont fait le choix d'augmenter chaque année, selon l'inflation, les tarifs des prestations, des services, des services tels que la restauration municipale, tels que le centre de loisirs, bref, tout le périscolaire. À Athis-Mons, on a fait le choix de ne pas l'augmenter. Mieux, dès le début de mandat, on a diminué de 20 à 30% le prix des repas. Par exemple, quand vous êtes quotient 1 à Athis-Mons, le tarif du quotient 1, du repas quotient 1 était de 1,50, il est passé à 1 euro, et depuis, en 2020, il est resté à 1 euro. Chaque quotient a connu cette baisse entre 15 et 30%. Et cette année, comme beaucoup de communes, on s'est posé la question d'augmenter ou non les tarifs du périscolaire. On a choisi de ne pas les augmenter. Je vous dis sincèrement, l'année prochaine, le coût pour la ville va être encore plus important parce que ceux qui distribuent les repas augmentent leur prix parce que le coût des matières premières augmente. Et donc là aussi, on a fait l'effort, en tout cas pour cette année, de maintenir le même niveau de tarification. Autre mesure de pouvoir d'achat aussi, tout à l'heure quelqu'un parlait du budget social, des dépenses des aides sociales. On a aussi un budget du CCS qui a augmenté considérablement parce qu'on a dans cette crise économique, sanitaire, sociale, on a aussi aujourd'hui de nombreuses familles qui sont dans le besoin. Et donc il y a à la fois les aides sociales qui ont augmenté et puis le nombre de prestataires parce que beaucoup n'avaient pas connaissance qu'ils étaient bénéficiaires potentiels d'allocations, d'allocations de rentrée, d'allocations de solidarité. Et donc, il y a eu un effort de sensibilisation assez important auprès de chaque usager pour pouvoir bénéficier de ces aides, et ce qui fait que le budget du CCS a été augmenté. Quelques dernières questions. Avez-vous des remontées sur les transports en commun, la ligne 399 principalement ? Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais s'il s'agit de la fréquence, on a eu une rentrée très difficile, mais c'était pire pour la SNCF, avec une diminution du nombre de bus circulant sur la ville parce que la RATP, comme la SNCF, connaissait un manque important de chauffeurs. C'est une profession qui est en crise parce que aussi le pouvoir d'achat et les conditions de travail ne sont pas toujours satisfaisantes, en tout cas pour ces... moi j'ai pu participer à une mobilisation aux côtés des agents de la SNCF il y a quelques temps parce que un certain nombre de lignes de train avaient été supprimées. Faute à la SNCF, faute aussi à l'Île-de-France Mobilité, parce que ce retour d'un plein usage des transports en commun que nous n'avions pas connu pendant un an et demi n'avait pas été anticipé. Et donc il faut former, il faut trouver des conducteurs de bus, de trains, les former, et puis aussi leur offrir des conditions de travail adaptées. Et donc si c'est la question concerne la fréquence des bus, effectivement en septembre il y a eu quelques difficultés sur cette ligne de bus RATP, 329 c'est RATP, mais aussi Keolis. Peut-on savoir quel est le pourcentage déjà équipé en LED ? On est entre 27 et 28% sur la ville. Une question qui est posée. Alors, la rue Édouard Vaillant, les bus scolaires ralentissent la circulation. Effectivement, il y a 2 bus scolaires qui sont dans l'avenue Édouard Vaillant, donc en bas d'Athis-Mons, qui sont affrétés par Île-de-France Mobilité, par la région, pour faire simple, avec des animateurs de la ville dans les bus, qui prennent les enfants de ce quartier-là, du Val d'Athis, de la résidence Édouard Vaillant, et les amènent vers Jaurès. Il y a un peu plus d'1 kilomètre de circuit. Je le dis, l'Île-de-France Mobilité est en train de remettre en cause cette ligne. Donc on se bat aujourd'hui quasiment quotidiennement avec l'Île-de-France Mobilité pour maintenir cette ligne. On a tenu un sursis d'1 an et on va se battre pour la garder encore davantage. Et donc ces bus stationnent sur la voie parce qu'il n'y a pas d'arrêt de bus dédié, mais il n'y en a jamais eu en fait.
avenue d'Orléans, l'un devant la pharmacie, l'autre devant l'espace Coluche. Et donc, le matin, entre 7h30 et 8h, 8h15, ces bus qui stationnent 10 minutes peuvent générer davantage de tension dans un trafic qui est perturbé. Et donc, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour qu'ils restent moins longtemps, moins sur la chaussée ou plus sur la chaussée. Donc, on est en train de bâtir des solutions avec le transporteur, sachant que il se peut qu'on trouve, pour certains endroits, pour certains secteurs, on ne trouve pas de solution, mais on est en train de travailler avec le transporteur pour essayer de trouver des solutions les plus adaptées qui soient pour les enfants, pour leur sécurité, mais aussi pour le reste de la circulation. Alors, une personne dit on a froid au Clonolé. Je sais, on a des discussions assez. J'étais encore avec le bailleur social aujourd'hui. Voilà, il y a des logements qui sont. La remise en chauffe, c'est pas fait de façon très bonne. Il y a des logements qui sont très bien chauffés, d'autres qui ne sont pas bien chauffés. Et donc, on a encore une discussion aujourd'hui assez rugueuse avec le bailleur CDC Habitat pour leur faire savoir qu'il y avait un certain nombre de défauts dans ce quartier en termes de suivi de technique du chauffage par exemple, ou d'autres problématiques qui pouvaient se poser. Et c'est un vrai sujet. En tout cas, sachez, moi je suis aux côtés de l'amicale des locataires, aux côtés des habitants qui se plaignent. J'étais en permanence tout à l'heure au Clonolé justement, où j'ai rencontré certains habitants qui étaient excédés parce que le bailleur n'était pas à la hauteur. Et voilà, donc c'est un travail, un petit rapport de force qui peut devenir très compliqué dans les prochaines semaines si ça ne s'améliore pas. Mais les locataires payent un loyer, payent des charges lourdement et ils ont droit au respect à minima de ce qu'ils payent. Et donc, voilà, c'est un combat que nous allons mener en lien avec le bailleur social. Voilà, je pense que j'ai répondu à l'essentiel des questions. Écoutez, merci en tout cas de vos contributions. Je vous dis à très bientôt. Il y a une question qui a été posée, et ça sera ma conclusion, sur il faut réduire les animations le week-end. Dans les choix politiques à faire, celle-ci ne sera pas une orientation qu'on posera. Alors certes, il faut faire attention à toutes les dépenses, mais je pense que dans la période de crise que nous connaissons depuis plusieurs années, ce besoin de se retrouver, de se rassembler n'a jamais été aussi fort. Et parfois, on a été très agréablement surpris par la fréquentation, le nombre de personnes présentes dans des événements municipaux ou associatifs. Et je pense que notre rôle aussi, c'est de soutenir autant faire se peut les dynamiques associatives, les dynamiques d'événements qui sont portés ici ou là dans notre ville. Je pense au marché de Noël qui a lieu le 3 et 4 décembre. Je sais que c'est un moment attendu pour les Athégiens, pour les enfants, et on parle de la magie de Noël, mais au-delà de cela, c'est de se dire aussi, voilà, dans cette période un peu tristoune que j'ai un peu décrire, j'ai un peu rajouté plus de morosité à celle que nous connaissons, je pense que c'est important de pouvoir compter sur ces moments-là aussi où on peut se retrouver, passer des moments ensemble, en famille, avec nos enfants. Attismont, c'est une ville jeune où il y a beaucoup de familles avec beaucoup de jeunes enfants et je pense qu'ils doivent trouver toute leur place. Dans le logement, c'est bien, mais aussi au-delà, parce que le risque des villes de banlieue, c'est qu'elles deviennent vite des villes dortoirs et c'est un combat de tous les jours qu'on doit mener. Dernière information, donc marché de Noël, j'ai dit le 2, 3, 4 décembre. C'était la nouveauté cette année, c'est qu'on commence dès le vendredi soir. Le 2, 3, 4 en nocturne, pardon. Le 2, 3 et 4 décembre. Et puis, juste une information, ce week-end, le 19 novembre, c'est le samedi 19 novembre, à 10h, a lieu au Cyclus, ça c'est en bas d'Attismont, à 10h, samedi 19 novembre, ce samedi, au Cyclus, donc qui est proche du Super U, pour faire simple, ou derrière l'espace René Lelguen, eh bien, il y a un café rénové malin. C'est un certain nombre d'experts, de conseillers qui seront présents, qui peuvent accompagner des propriétaires, voire des locataires, mais surtout des propriétaires dans les opérations de rénovation énergétique. Et parce qu'en fait, certains d'entre vous sont propriétaires de pavillons et ne savent peut-être pas, ou de logements, d'appartements, et ne savent pas qu'il y a beaucoup d'aides qui existent pour participer de la rénovation énergétique de nos propres bâtiments, que ce soit les huisseries, les fenêtres, les toitures, etc., etc. Ça peut être très soutenu et souvent on est un peu perdu dans tous les dispositifs d'aide. En plus, on peut être parfois un peu harcelé, voire agressé par celles et ceux qui essaient de vendre leurs conseils. Donc là, c'est organisé par le département, la ville et un certain nombre d'acteurs publics et parapublics qui nous accompagnent dans cette démarche-là. Et donc, ça s'appelle Café Rénové Malin. C'est samedi matin pour justement, ça rejoint le thème de tout à l'heure,
Plutôt que de se poser la question dans les prochaines années de comment réduire notre facture énergétique, si on a des bâtiments qui consomment moins d'énergie, on a une partie du problème qui est réglée. C'est samedi matin, samedi 19 novembre, à 10h. Ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci. Et merci à ceux qui sont derrière la caméra.